Je vais essayer d'être pas trop mauvais non plus. C'est parti. Alors, comment on fait pour résoudre l'exercice 6? Donc, on a la fonction de production suivante. Y égale 2500 racine de L. Dans cette économie, l'offre de travail disponible est fixée à 1 100 000 travailleurs. Il existe un salaire minimum de 10 euros. Le prix unitaire des produits réalisés est de 8 euros. Quel sera le niveau de la production, de l'emploi, des bénéfices dans cette économie où on compte une entreprise, enfin on s'en fout, c'est une entreprise représentative, d'accord? Comment l'existence d'un salaire minimum peut-il conduire à la formation d'un chômage involontaire? Vous évoquerez la règle du côté court. Quel est le taux de chômage dans cette économie? Quel sera le niveau de salaire permettant d'établir l'équilibre de plein emploi? Alors comment on fait? Alors Adam, je suis en retard. Adam, c'est où ça? Adam. Ok. Alors, comment on fait pour répondre à mon exercice? Il y a quelqu'un qui sait faire? Donc, je vous ai dit que les entreprises, elles emploient tant que les gens qu'elles emploient leur rapportent autant que ce qui coûte. Vous êtes d'accord? Il faut savoir ce que rapportent les gens. Et on a la fonction de production. Donc, pour savoir combien rapporte chaque personne, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? On ne fait pas la productivité marginale fois le prix de vente, qui Si, est égal au salaire, donc équilibre. exactement. Donc, on fait la productivité marginale fois le prix de vente égale le salaire. Donc, la productivité marginale dans cette équation-là, ça vaut quoi? Bah, c'est 1 million 100 000 divisé par 2500. Alors, Y, et j'avais dit quoi l'équation? Dicte-moi l'équation, s'il te plaît. Y égale quoi? Je sais plus. Ah, 2500 fois racine carrée de L. D'accord, merci. Donc, vous êtes d'accord qu'une racine carrée, c'est égal à une puissance 1/2? Oui, oui. Oui. Alors, donc, quand je vais vouloir faire la dérivée d de Y sur d de L, donc concrètement, ça veut dire, quand je fais varier la quantité de travail, combien ça fait varier la quantité de produit Y? Et donc, ici, qu'est-ce que je vais mobiliser comme formule de dérivée? J'ai la dérivée d'une variable avec un exposant, et puis j'ai une multiplication. Alors, je fais quoi? La formule pour la dérivée d'une multiplication, vous me la redonnez? U'(V moins V plus V'(U). U fois V dérivée, c'est égal à U' fois V plus U fois V'. Donc ici, le U, ça sera 2500, et mon V, ça sera L puissance 1/2. J'ai besoin d'une autre petite formule de la dérivée. Quand j'ai X puissance N, qu'est-ce que ça fait comme dérivée? Ça fait nx n-1. Égale N fois X puissance N moins 1. Mais monsieur, Alors, le L, on le remplace par quoi en fait? C'est quoi le L? c'est la quantité de travail, donc c'est X en fait. Ici, ça va être X, d'accord? D'accord. Donc ici, donc je vais commencer par faire la dérivée de la multiplication. Donc la dérivée de 2500, ça fait quoi? 0. Une constante, quand on essaie de la faire varier, il n'y a rien pour faire varier, donc ça fait 0. Donc 0, U', c'est 2500, donc la dérivée de 2500, c'est 0, fois V, donc fois L puissance 1/2.
Donc ça ne sert à rien, mais c'est pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc ça veut dire que ça va disparaître. Il n'y a rien d'intéressant, c'est multiplié par 0, ça s'arrête. Ensuite, U, donc U c'est 2500, fois V'. Et donc V' ici, c'est L puissance 1 demi. Donc il faut que je mobilise la formule d'en dessous. Donc N, il vaut combien ici? N, c'est l'exposant. 1,5. Donc N, 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qu'on répète? On répète X, mais X ici, c'est L. Et N, ça vaut toujours 1 demi. Moins 1. Donc au final, il nous reste 2500 sur 2 fois 1 sur racine de L. Parce que L puissance moins 1 demi, il y a un moins là, c'est égal à 1 sur racine de L. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Donc là, on a calculé la productivité marginale du travail. Et comme j'écris trop bien, je vous en fais cadeau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ici, j'ai la productivité marginale du travail. Alors, on avait donné la formule tout à l'heure. Qui c'est qui m'avait donné la formule? Hein, quand j'avais rappelé la formule ici. Qui c'est qui m'avait donné ça? Manon. Donc Manon, on a calculé la productivité marginale. On est d'accord? Donc maintenant, Oui. il faut le prix de vente et le salaire. Bah, du coup, le prix de vente, c'est 8 €. Alors attends, prix de vente. Donc ça, c'est la productivité marginale. Fois, je me suis trompé de truc. Fois 8 égale quoi? C'est quoi le salaire? Le salaire, c'est 10 €. D'accord. Donc, je vais Mais simplifier. monsieur, la productivité marginale, en fait, c'est la dérivée de Y? Oui, par rapport au travail. Ah, ok. En français, c'est quand j'augmente de unité de travail, de combien ça augmente la quantité de produits réalisés. Mais du coup, la quantité de travail, c'est un travailleur en plus. Bah, c'est une unité de travail, on ne précise pas très bien, ça peut être une heure de travail, ça peut être... Donc ici, c'est 10 €, c'est 10 € de l'heure, donc elle, ça serait des heures de travail en fait. Ah, ok, d'accord. Monsieur, Dis-moi. le 1 sur racine de L, on l'a trouvé comment? Eh ben, c'est ce qu'on avait avant. Alors, merde, où c'est que c'est? Pardon. Il est où mon beau dessin? Heureusement, je l'ai donné. Donc, 1 sur racine de L. En fait, on avait, quand on fait le calcul ici, on a L puissance 1 demi moins 1. Donc, en fait, ça fait L puissance moins 1 demi. Et L puissance moins 1 demi, ça équivaut à 1 sur racine de L. D'accord, ok. Donc là, c'est des mathématiques. Hein. La puissance moins 1 demi, donc ça fait l'inverse. Et puis, il reste 1 demi. Et 1 demi en puissance, c'est racine. T'es d'accord? Oui, merci. Donc, il faut qu'on résolve cette équation-là. Donc, on va simplifier un petit peu. Donc, 2500 par 2, ça va faire 1250. Ensuite, fois 1 sur racine de L, on peut mettre directement sur racine de L. Fois 8, admettons qu'on garde sur 10. Ensuite, bon, on regarde 1250 sur racine de L égale 10 sur 8. Ensuite, la racine de L, elle m'ennuie un peu, je vais l'inverser
Racine de L, je préfère l'avoir au-dessus, ça me perturbe moins. Allez savoir, c'est comme ça. Et du coup, on aura 8 sur 10. Ensuite, on peut avoir racine de L tout seul. Et puis, on va faire 8 sur 10 fois 1250. Alors ensuite, il faut faire 8 sur 10, ça fait 0,8 fois 1250, ça fait combien? En fait, je l'ai tellement fait que je sais que ça fait 1000. Et si je veux enlever la racine carrée, je fais comment sur L? On met à la puissance. On met au carré. Et donc, dans notre économie, ici, on va employer 1 million de personnes. C'est bon pour tout le monde? Oui. Mais ça répond à quelle question, ça, monsieur, en gros? Eh ben, ça répond à la question combien de gens on va employer. D'accord. Et puis ensuite, ça va permettre de répondre à une autre question. Donc, quand on a le nombre de personnes employées, on a la fonction de production qui était égale à Y fois, je crois, 2500 racine de L. On va remplacer L par 1 million. Et on va trouver le niveau de la production. Donc, si je fais ça avec Excel, donc 2500 fois 1 million, c'est un demi, et je trouve une production de 2 500 000. Donc Y, c'est 2 500 000 produits. Vous êtes d'accord avec ça? Quand je remplace dans la fonction de production L par 1 million, je trouve 2 500 000 Y. D'accord? Donc ça, c'est la production. Ensuite, ce qu'on voudrait pour avoir le PIB, c'est Q fois PV. Donc, PV, c'est égal à 8, si je crois mon souvenir. Donc là, du coup, ça correspond au PIB en valeur. Et ça correspond aussi au niveau de l'entreprise à son chiffre d'affaires. Et donc, les questions qu'on devait répondre, c'est quel est le niveau de la production? On vient de le faire. L'emploi, on vient de le faire. On emploie 1 million de personnes. Ensuite, il nous faut les bénéfices. Donc, les bénéfices, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts de production. Les coûts de production, ça va être quoi? Ça va être la quantité de travail. Donc, on avait dit la quantité de travail, c'est 1 million. Le coût horaire du travail, on avait dit ça coûtait 10. Donc 10 fois 1 million. Donc 10 millions. Donc le chiffre d'affaires moins les coûts de production, ça va donner les profits. Donc le chiffre d'affaires moins les coûts de production. Et donc on est censé avoir un profit de 10 millions. Comment on a trouvé le profit? Le profit, c'est l'écart entre le chiffre d'affaires et les coûts de production. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité réalisée, donc 2 500 000, multiplié par 8, le prix de vente. Ça donne le chiffre d'affaires. Et puis, comme on est sur une entreprise représentative, on suppose que cette entreprise, elle représente en fait la production de tout le pays.
Donc ça donne aussi le PIB de mon économie. Et puis ensuite, les coûts de production, il n'y a que du travail. Donc en fait, on va multiplier la quantité d'heures de travail par le prix d'une heure de travail. Donc on avait employé 1 million de personnes à un prix de 10, donc on a 10 millions de coûts de production. C'est bon? Oui, oui. Vous nous avez dit combien pour le profit, monsieur? Eh bien, 10 millions. Mais du coup, je comprends pas. Mais 10 millions, c'est pas le coût de production? Ouais, justement. C'est 20 millions les coûts de production. Ah, ok. Pardon, le chiffre d'affaires, c'est 2 500 000 fois 8. 8, c'est le prix de vente. On a 2 500 000 objets. On les vend 8. On suppose qu'on peut tout vendre de ce qu'on produit. D'accord? Donc 2 500 000 fois 8, ça fait combien de millions? Ça fait 20 millions. Donc on a un chiffre d'affaires de 20 millions. Il faut retirer les coûts de production. Ici, les seuls coûts de production, c'est les quantités de travail multipliées par le prix du travail. On a 1 million d'heures de travail et chaque heure de travail vaut 10. Donc en fait, les coûts de production, c'est 10 millions. On a un chiffre d'affaires de 20 millions. Ça nous coûte 10 millions de le fabriquer. Et il y a un profit de 10 millions. C'est bon? D'accord, merci. Oui, c'est bon, merci. Donc, on a répondu à la question suivante sur les profits, les bénéfices de l'économie. Ensuite, comment l'existence d'un salaire minimum peut-il conduire à la formation d'un chômage involontaire? Ici, dans l'économie, j'avais dit que la population active, elle était de 1 100 000. Mais je vais employer 1 million de personnes. Donc, du coup, il y a 100 000 personnes qui vont rester sans travail. Du coup, quel sera le taux de chômage dans cette économie? 10%. Alors, pas tout à fait. C'est quoi le calcul pour le taux de chômage? C'est population C'est active comme le taux d'accroissement, en fait. C'est le même. moins population occupée sur population active fois 100. Population active sur population occupée sur population active fois 100. La population active, donc, c'est les gens qui sont prêts à travailler. Donc j'ai 1 100 000 de population active. La population occupée, j'en ai 1 million. Et donc si je fais la formule au-dessus, PA, population active moins population occupée sur population active, et le tout fois 100. Donc en fait, j'ai 9,09 taux de chômage. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors ensuite, dernière question. Donc s'il existe un salaire minimum, tout le monde ne peut pas travailler. Donc il y a des gens, là, il y a 9,09% là, qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas. Parce que le salaire est un peu trop élevé. Alors, quel serait le salaire qui permettrait d'employer tout le monde? 9. Comment tu réponds à ça? Ça me paraît logique. Je sais pas. J'ai pas de. Alors, il faut reprendre l'équation de tout à l'heure. Donc, l'équation, c'est toujours la même. La productivité marginale multipliée par le prix de vente égale le salaire. Et quand on fait le calcul, on obtient un truc qui dépend de L. Je l'ai zappé. Il faut que je retrouve. Si on enlève 1 à 1 million, on peut payer. À 10 millions, on peut repayer 1 million. Attends. Qu'est-ce qu'on La formule, c'était 2500 divisé par 2 Alors, fois 1 sur racine carrée de L. Fois en 8. fait, ici, c'est assez simple.
ici, on a le salaire. Mais en fait, ici, on veut connaître le salaire. Donc, 10, ça devient l'inconnu. Et L, on le connaît. On veut qu'il y ait 1 100 000 gens qui puissent travailler. Donc, en fait, dans cette équation, en fait, c'est plus une équation. On fait 2500 sur 2 fois 1 sur racine de 1 100 000 fois 8, et on trouve quelque chose, et ça nous donne le résultat. On veut que 1 100 000 travailleurs fonctionnent. Donc ici, ça va être la productivité marginale en valeur pour 1 100 000 personnes. Et il faudra que ça soit équivalent au salaire horaire. D'accord? Donc dites-moi combien ça fait quand vous remplacez dans la première partie de l'équation L par 1 100 000. Quel salaire ça donne? Vous avez sorti vos calculatrices ou vous faites ça sous Excel avec moi? Vous pouvez le faire. Ah non, je ne peux pas le faire. Vous Ah, pouvez sur quand même... Excel, vous pouvez J'ai pas. plus de calculatrice. Quoi? Non plus. Vous allez avoir un problème à l'examen, les amis. Hein. On n'a pas de calculette. Si vous avez une calculette. Oui, Ah. on a une calculette. Si vous n'avez pas de calculette, à mon avis, vous allez perdre un certain nombre de points à l'examen, hein, je vous préviens. Hein. Mais Alors, on a le droit à la calculette? Bah, comme vous, de toute façon, vous faites tous chez vous. Donc, vous avez droit à l'ordinateur, à la calculette, à tout ce que vous voulez, puisqu'on ne peut pas contrôler. Ah, mais oui, c'est vrai, ok, d'accord. Bah, je savais pas, ok. De toute façon, si on avait un examen en présentiel, vous auriez eu droit à la calculette, en mode examen. Mais Ah, mais parce qu'en fait, même en présentiel, on aurait eu droit à la calculette? Oui. Ah, d'accord. donc Ok. là, ça fait combien avec une calculette? Donc, vous remplacez dans cette équation L par 1 100 000. Et donc 1250 sur racine de 1 100 000 fois 8, ça donne combien? Je fais le calcul là. Ça fait environ 9,53. Oui, je suis d'accord. Ça fait 9,53. OK. Donc, c'est ça. Donc, on a un salaire de 10 euros de l'heure. Si on veut employer tout le monde, il faudrait faire passer le salaire à 9,53 € de l'heure. Et comme ça, on pourrait employer les 100 000, les 1 100 000 personnes. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ouais, mais ça marche pas parce que du coup, on n'emploie pas les 1 100 000 travailleurs. J'ai pas bien compris, dis-moi. Mais on n'emploiera pas les 1 100 000 travailleurs parce qu'ils ne seront pas tous prêts à travailler pour ce salaire-là. Ah, bah ça, c'est autre chose. Mais après, si les gens ne sont pas prêts à travailler, c'est autre chose. Ça devient des chômeurs volontaires. Donc, Monsieur, vous pouvez expliquer comment on a trouvé les 9,53 euros? ouais. Donc, on a l'équation. Alors, je vais le refaire. Comment? On avait trouvé 1250 sur racine de L fois 8 égale 10. Ça, c'était quand on voulait trouver la quantité de travailleurs. Maintenant, la quantité de travailleurs, on l'a. Donc, en fait, on a 1250. Ce qui nous manque, c'est ça, on ne le connaît plus. On veut savoir quel serait le salaire qui permettrait d'employer tout le monde. Donc, on va remplacer L par la population active. Et ça donne 9,53, je crois. Donc là, il n'est même plus question de résoudre une équation, mais il est question simplement de remplacer, de voir. Donc, si on emploie 1 100 000 travailleurs, quelle productivité en valeur ça donne pour l'entreprise? Ça donne une productivité en valeur de 9,53. Donc, du coup, c'est le prix auquel les entreprises seraient prêtes à employer tous les gens disponibles. Et ça suppose que les gens soient prêts à accepter ce salaire. Ouais. Mais après, si les gens n'acceptent pas, bah, c'est plus des chômeurs. C'est des chômeurs volontaires. Monsieur, Ouais. vous pouvez redire comment on interprète 9,53 dans une phrase, s'il vous plaît? Bah, c'est le salaire qui permet d'employer tous les gens. Ok. Merci. Merci.
C'est le salaire qui permet d'employer 1 100 000 personnes. Parce que, ensuite, si je refais des calculs qui pourraient peut-être vous éclairer un peu plus, alors je vais le refaire autrement. Donc Y, ensuite L. Donc ici, si je mets 0, donc Y c'est égal à 2500 fois L puissance 1,5. Donc s'il y a 0 travailleur, il y a 0 production. Ensuite, si je mets 100 000 travailleurs, il y aura une certaine production. Ensuite, je mets 200 000 travailleurs. Et puis, je vais continuer comme ça jusqu'au million de travailleurs que j'avais. Et puis, je vais même dépasser pour m'amuser. Donc, vous êtes d'accord que... Alors, il y a un problème de forme. Donc, quand j'emploie 100 000 travailleurs, ça me donne une production de... il faudrait que je mette les zéros, là. Donc, 790 569. Donc, quand je remplace dans la fonction de production L par sa valeur, ça me donne ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, je remplace L par 100 000 et ça me donne cette quantité de production. Ensuite, je vais calculer. Donc, insertion, je vais mettre les chiffres. Donc, la delta, il est où le delta? Donc, si je fais la variation de Y par rapport à la variation de L, donc sur le premier terme, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, quelle est la variation de la production quand je passe de 100 000 à 200 000 travailleurs? Eh bien, ça rajoute 3 et quelques. Et puis, comme ça, on continue. Et donc, nous, on avait dit qu'on était à peu près bon pour 1 million de travailleurs. Donc, la productivité calculée un peu brutalement comme ça, elle donne une productivité en volume de 1,28. Et puis, il faudrait qu'on rajoute multiplié par les prix pour pouvoir avoir la productivité en valeur. Donc, ça veut dire que je reprends ça. Et je multiplie par le prix de vente. Et donc, la colonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça. Oh là là. Donc, alors vous voyez que le résultat, c'est 10, 26, etc. Et alors, le problème, c'est que cette façon de calculer, c'est une approximation de la dérivée. Ce n'est pas assez précis. Donc, il faut que j'utilise la dérivée exacte. Donc là, quand je fais le calcul de dérivée, partielle, d de y sur d de l, et là, je vais utiliser la formule. Donc, je sais que c'est 1250 sur ça puissance 1,5. Ça me donne... il est passé où mon truc? D de y sur d de l. Donc ça, c'est quand je calcule avec la dérivée. Donc vous voyez, c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis les zéros. Il faut que je mette une virgule un peu plus forte. Ensuite, prix de vente. Donc je refais ça. La productivité marginale fois le prix de vente, ça me donne la productivité en valeur. Et donc
la dérivée fois le prix de vente. Et je sais que le salaire, wage, est égal à 10. Donc, quand la productivité marginale en valeur sera égale à 10, je sais que c'est le niveau auquel il faut que j'emploie parce qu'après, ça va me coûter plus cher. Et je peux vous le donner graphiquement. Donc ça, c'est la courbe de demande de travail de la part des entreprises. Et on peut rajouter le salaire minimum. Et donc, si c'est bien, si les trucs sont bien mis en forme de l'axe, c'est sur les graduations que je rajoute un quadrillage. Ben, on voit bien que, alors ici, c'est pas 10, c'est pas les bonnes abscisses, c'est la quantité de travail. Et donc, on voit bien que l'équilibre, il s'obtient pour... enfin, on ne voit pas grand-chose, je le mets en grand. Graphiquement, c'est le même résultat qu'on obtient tout à l'heure. Donc, on voit que la demande de travail des entreprises, elle décroît. Pourquoi? Parce que la productivité marginale du travail est décroissante. C'est-à-dire que plus vous employez de gens, et moins c'est productif pour l'entreprise. Parce que comme votre stock de machines est constant à court terme, bah, si vous employez plus de gens, mais que vous n'avez pas plus de machines à leur mettre à disposition, bah, à un moment donné, il y aura un problème de complémentarité entre le capital et le travail, et les gens vont être de moins en moins efficaces. Donc, on emploie des gens tant qu'ils nous rapportent plus que ce qu'ils coûtent. Et la dernière personne qu'on va employer, c'est celle qui va rapporter exactement ce qu'elle coûte. Et donc ici, le profit marginal, la dernière unité de profit sera nulle. Mais jusqu'avant ça, il y aura un profit supplémentaire. Donc si ensuite je refais la fonction de profit, donc le profit c'est le chiffre d'affaires moins les coûts de production. Donc le chiffre d'affaires c'est la production totale fois le prix de vente. Et puis les coûts de production, c'est le salaire multiplié par la quantité de travail mobilisé. Et le profit, c'est égal à les chiffres d'affaires moins les coûts de production, parce qu'on suppose que tout ce qui est produit est vendu. Mais monsieur, Oui, du coup, dans une entreprise, c'est quoi l'intérêt d'avoir un facteur de production qui rapporte autant que ce qui coûte? bah, c'est la dernière personne qui sera intéressant d'employer. Parce que tu vois, le profit ici, il sera maximal. Parce que si tu veux, juste un petit peu avant, c'est encore un peu utile. Donc, si j'avais pu utiliser, si j'emploie, tu vois, ici c'est le profit, tu vois bien? Oui, oui. Donc, le profit il est maximal pour 1 million de personnes mobilisées. Donc, si j'avais mobilisé un tout petit peu moins de personnes, donc 900 000, 99, et bien là, c'est tellement peu différent qu'on n'arrive pas à le voir, il faut que je rajoute des virgules. Ça, c'est mes exemples un peu idiots. Et ben, c'est trop petit, il faut que je rajoute encore des zéros. Voilà. Et donc, à force de faire l'idiot, quand on va chercher à je ne sais pas combien de décimales, j'ai un peu exagéré, et ben, le profit, quand on utilise une personne de moins, ben, il est légèrement inférieur au profit quand on utilise juste une personne de plus. Donc, quand on utilise 1 million de personnes, la dernière heure, la dernière unité de travail qu'on va utiliser, elle ne rapporte plus rien. Mais juste avant, ça rapportait encore un petit peu. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais du coup, cette dernière unité de travail, objectivement, elle n'a pas vraiment d'utilité pour l'entreprise, du coup. Non, mais mathématiquement, on trouve l'équilibre. Et donc, juste un petit peu avant, c'est intéressant.
Donc, Ok. c'est la limite, on réfléchit à la limite. Jusqu'à quand c'est intéressant? La limite, c'est que la dernière unité de travail employé rapporte autant que ce qu'elle coûte. Ok. Après, ça va nous entraîner des pertes. Et si on n'avait pas pris jusque-là, on aurait pu avoir un manque de profit. Ok. D'accord, merci. OK? Ouais. C'est bon pour tout le monde? Alors, Oui, c'est bon. alors Maëri Lavenne, c'est qui s'est passé? Elle n'était pas là? Maëri Lavenne. C'est un garçon, monsieur. Mon garçon. Ah, pardon. Maëri Lavenne. Alors, j'ai un truc bizarre avec mon ordinateur, un drôle de comportement. Je sais pas si c'est piraté ou je sais pas quoi, ou c'est parce que ça ralentit à cause du truc. Et donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde, tout ça? Donc, je vais dire que c'est bon. Donc, ici, j'ai mon graphique. Alors, du coup, il y a eu une petite variation là, parce que comme j'ai fait mes changements ici, donc ici, je remets 1 million. Voilà. Donc, mon graphique, il est à nouveau beau. Oui, c'était 1 100 000 ici. Donc, j'ai ma courbe d'offre de travail. C'est les entreprises qui offrent. Pourquoi elles offrent? Parce que ici, c'est ce que ça rapporte le travail pour elles. Donc, en fait, c'est ce qu'elles sont prêtes à demander. Est-ce que vous comprenez ça? Mais monsieur, du coup, en dessous de la droite orange, la demande, elle est supérieure à l'offre, c'est ça? Eh ben, c'est plus utile d'employer parce que ce que ça coûte, c'est en orange et ce que ça rapporte, c'est en bleu. D'accord. Donc, ça rapporte moins que ce que ça coûte. Donc, en bleu, c'est la demande de travail de la part des entreprises et en orange, c'est l'offre de travail des salariés. Et on suppose qu'elle correspond à une droite. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont prêts à travailler pour le salaire minimum que même si l'offre la demande de travail augmentait, ça ne bougerait pas, ça ne ferait pas bouger le prix du travail. On suppose que l'offre de travail elle répond à toute la demande de travail. Ah, d'accord. Quand c'est horizontal, ça veut dire que si on augmentait la bleue, on la ferait glisser vers la droite. Dans un état normal, quand on a un marché normal avec une offre et une demande, on a un truc comme ça, on a la demande, l'offre, et si la demande augmente, ça fait monter les prix. Et si l'offre est horizontale, ça veut dire que l'offre est capable de répondre à toute la demande sans augmentation de prix. Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de capacités d'offres excédentaires. Ça ne crée pas de tension sur le marché du travail. Ah, d'accord. Donc, le salaire d'équilibre, il ne dépend pas de la demande, de l'offre, du coup. Eh bien, il n'y a pas de salaire d'équilibre ici, puisque c'est un salaire minimum. Ah, ok. Ah oui, non, mais oui. Il est fixé par l'État, par le SMIC. Et donc, ce n'est pas un salaire d'équilibre. Donc, comme ça ne peut pas s'équilibrer par le salaire, par les prix, bah, ça s'équilibre par les quantités. Ah, d'accord. Si on fait baisser le salaire à 9,53, on est sur le salaire d'équilibre à 9,53. Bah non, du coup, c'est le salaire minimum. Non, le salaire minimum, c'est 10. Lorsque le salaire minimum est au-dessus du salaire d'équilibre, eh ben, on a du chômage. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Sinon, moi, je suis bon en dessin maintenant. Donc, l'offre de travail, la demande de travail, l'offre de travail. Donc, si on est comme ça et que le salaire minimum est au-dessus, les gens, ils vont offrir cette quantité de travail, mais les entreprises, elles vont demander cette quantité de travail. Et la différence entre les deux, ça sera le niveau de chômage. Et le taux de chômage, ça sera la population active, la grande flèche, sur la petite flèche. Parce que ça, c'est la population active. Moi, la population occupée.
La population occupée. Attends, qu'est-ce que je dis là? La population active, c'est tous les Non, gens. La population occupée, elle est là. Monsieur, c'est plus clair avec Oui. c'est plus clair avec le graphique. est-ce que c'est dans cette situation qu'on parle de l'ajustement côté court? Exactement. Exactement, c'était le point suivant. En fait, la demande de travail est plus petite que l'offre de travail, et c'est le côté court qui l'emporte. Donc, c'est la demande, comme elle est plus courte, qui va imposer l'équilibre en quantité dans le cas présent. Ah, ok, merci. Ah, merci à toi, je vois que tu suis, c'est bien. Il y a une cohérence dans mon cours, je suis ravi. Hein. Impression d'écran. En plus, quand je vous fais des dessins de maternelle, vous comprenez mieux, je suis parfaitement ravi. Hein. C'est bon à peu près? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter qu'est-ce que c'est l'ajustement par le côté court, s'il vous plaît? Donc ici, les entreprises, elles vont employer tant que ça leur rapporte plus que ça leur coûte. Donc en fait, ici, c'est ce que rapportent les salariés. Et ici, c'est ce que ça leur coûte, c'est le salaire minimum. Donc les entreprises, elles vont employer que cette quantité-là. Et la quantité de travail demandée est beaucoup plus petite que la quantité de travail offert. Et ben, c'est le côté court qui va fixer la quantité qui sera échangée sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'équilibre du côté court. Et le côté long, c'est quand c'est l'inversement, quand le SMIC, entre guillemets, il est plus bas que ce que demandent les entreprises? Et ben là, il n'y a plus de côté court, côté long, puisque les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. Mais j'ai pas très bien compris le côté long, alors c'est quoi? Il n'y a pas de côté long. Il n'y a qu'un côté court. Bah alors pourquoi vous avez dit côté long? Ah, j'ai jamais dit côté long. T'enregistreras, j'ai pas dit côté long. Je suis presque sûr de ne pas avoir dit ça. Ok, bah ok. Et comme on enregistre, on pourra vérifier. Tu me diras. Alors, bon, peu importe. Est-ce que vous avez compris? Donc, Oui. si jamais on n'avait pas de salaire minimum, ben, la demande de travail, l'offre de travail, on aurait une quantité de travail d'équilibre et un salaire d'équilibre. Et donc, ici, la quantité offerte de travail LS serait égale à la quantité de travail demandée, LD. Parce que les gens qui sont au-dessus, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Les gens qui sont sur cette partie-là. Pour eux, le salaire qui est fixé dans les conditions de marché sont insuffisantes par rapport à leurs exigences salariales. Donc ici, les gens vont dire le salaire n'est pas assez élevé pour que je veuille bien travailler. Quelle est cette notion? C'est l'arbitrage travail-loisir. Ouais, et c'est ce qu'on appelle le salaire de réservation. C'est le salaire à partir duquel je veux bien offrir mon travail. Et donc, dans une économie où il n'y aurait pas de salaire d'équilibre, il n'y aurait pas de salaire minimum, et ben, il n'y aurait pas de chômage. Parce que les gens qui ne travailleraient pas, c'est les gens qui décident de ne pas travailler au salaire qui est fixé par le marché. C'est ce que dit Friedman. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? Bah, les chômeurs, c'est des chômeurs involontaires. La définition du chômage, c'est des gens qui cherchent du boulot, qui n'en ont pas et qui sont disponibles pour travailler. Si au salaire qu'on vous offre, vous ne voulez pas travailler, vous n'êtes pas un chômeur, puisque vous êtes un chômeur volontaire. Le chômage qu'on doit calculer, c'est le chômage involontaire. Les gens aimeraient travailler, mais ils ne peuvent pas, parce que les conditions du marché du travail les empêchent de travailler. Et du coup, le chômage frictionnel, dans ce cas-là, ça marche comment? Bah, le chômage frictionnel, c'est simplement le fait que des gens, entre deux boulots, il y a un petit peu de temps
entre le fait de perdre son boulot et d'en trouver un nouveau, et ce temps contribue au fait que y ait peut-être 1%, 1,5%, 2% de chômeurs qui sont entre deux jobs. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec un dysfonctionnement du marché. Ah bah si, parce que un petit peu, parce que le chômage frictionnel, plus il est faible, et mieux on se porte. Plus les gens sont capables de passer rapidement d'un job à un autre, et plus le marché du travail fonctionne correctement. Et ça ne fait pas partie du cours, mais on peut le représenter à travers la courbe de Beveridge. La courbe de Beveridge, elle met en rapport le taux de chômage et puis les emplois vacants. Alors je vais vous la trouver parce que là je fais n'importe quoi. Courbe de Beveridge. Mais du coup, monsieur, ça peut pas avoir lieu dans le modèle de concurrence pure et parfaite. Le chômage volontaire, involontaire. Il n'y a pas de chômage involontaire. Il n'y a pas de chômage involontaire dans le modèle de concurrence pure et parfaite. Ok. Du coup, il n'y a pas de chômage dans le modèle de concurrence pure et parfaite. Bah, à part le chômage frictionnel. Oui, en théorie, oui. Oui, tu as raison. Mais il n'y a pas de chômage involontaire. Ok. Enfin, si, sauf le chômage frictionnel. Donc, la courbe de Beveridge, elle met en abscisse le taux de chômage et puis en ordonnée le taux d'emploi vacant. Donc, normalement, on devrait se dire, quand il y a beaucoup de taux de chômage, il devrait y avoir peu d'emplois vacants. Et quand il n'y a pas beaucoup de taux de chômage, il y a beaucoup d'emplois vacants. D'accord? Et donc, le chômage frictionnel, s'il augmente, ça doit contribuer à déplacer la courbe de Beveridge vers le haut. Parce que quand il y a un taux de chômage élevé et qu'il y a beaucoup d'emplois vacants, c'est bizarre. Vous savez, quand les politiques disent on ne comprend pas, il y a 3 millions de chômeurs et puis il y a plein d'emplois vacants dans la restauration, c'est pas normal. Comment ça se fait, ça? Ben, c'est du chômage frictionnel, mais de la formation, du coup. Non, c'est pas du chômage frictionnel, c'est que les conditions de travail dans la restauration, tout le monde sait que c'est quand même pas jojo, hein. Ouais. Les salaires sont pas forcément terribles, vous travaillez en coupé, la reconnaissance salariale est pas terrible, hein. Du coup, la réputation de la restauration hôtellerie, c'est que c'est des boulots un peu difficiles et que les gens acceptent faute de mieux, globalement. Donc, les patrons d'hôtels et de restaurants se plaignent parce qu'ils n'ont pas de salariés, mais parce que les conditions de travail, elles sont difficiles et que les salaires sont faibles. Et donc, les gens ne veulent pas y aller parce que c'est pas intéressant. Et s'ils y vont, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Du coup, Keynes, il nie la courbe de Beveridge, du coup. Qu'est-ce qu'il dit, Keynes? Il peut y avoir... qu'est-ce qu'il dirait, Keynes? Taux de chômage élevé. Il ne s'intéresse pas vraiment à ces... Alors, c'est des problèmes d'allocation du marché du travail. C'est-à-dire que est-ce que les emplois qui sont proposés correspondent aux compétences des gens? C'est ça un peu la courbe de Beveridge. Est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre les qualifications des chômeurs et les demandes de qualification des entreprises? Si les chômeurs ont des qualifications qui ne correspondent pas du tout aux demandes des entreprises, les gens vont pouvoir rester longtemps au chômage. Donc, ce qu'il faudrait pour essayer de baisser la courbe de Beveridge, plus la courbe de Beveridge monte vers le nord-est, et plus le marché du travail fonctionne mal. Plus il baisse vers le sud-ouest, plus le chômage frictionnel est faible, et moins les gens restent au chômage longtemps. Et donc, ce qu'il faudrait pour réduire la courbe de Beveridge, c'est qu'il y ait une meilleure adéquation entre les qualifications des salariés et les demandes de qualification des entreprises. Mais il y a un autre problème, c'est que après 25 ans ou 30 ans de chômage de masse, les entreprises se sont habituées à pouvoir sélectionner, de trier sur le volet les salariés et ne plus faire l'effort de les former. Et lorsque on arrivait à une situation qui était de plein emploi il n'y a pas si longtemps que ça, dans certains secteurs, les entreprises s'étonnent de devoir faire des efforts pour former leurs salariés et qu'elles doivent refaire un effort, quoi. Parce qu'avant le Covid, là, on avait quand même une situation du point de vue de l'emploi qui était
qui était pas trop mal, quoi. Il y avait quand même une belle baisse du chômage. Et donc, les entreprises devaient accepter à nouveau de former les gens. Et elles n'avaient plus l'habitude. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a une exigence de la part des entreprises qui est forte et qui fait que si elles ne trouvent pas le mouton à 5 pattes, eh ben, elles n'emploient pas. Vous comprenez cette expression-là? À peu près. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, elles voudraient des gens très qualifiés, avec beaucoup d'expérience, et les payer au minimum. Comme nous, on voudrait avoir les meilleurs produits à moins cher. C'est toujours pareil, quoi. Et donc, quand il y a un grand écart entre les demandes des entreprises et des salariés, il y a des gens qui restent au chômage parce que ils peuvent avoir les qualifications, mais ils trouvent que le salaire est trop bas. Ou bien les entreprises trouvent que les gens sont pas assez qualifiés. Alors, j'avais vu des reportages, je ne sais plus dans quel pays, à un moment donné, comme il y avait des tensions sur le marché du travail, vous saviez comment les entreprises recrutaient? Elles faisaient passer un test, elles ne demandaient rien aux gens, elles demandaient juste aux gens de se présenter et de porter un sac de 20 kilos et voir s'ils étaient capables de le transporter sur 5 mètres. Ou je ne sais plus, c'était un truc dans le genre là, quoi. Est-ce que vous êtes capable de porter des sacs un peu lourds? Oui, on vous embauche. C'est pareil, j'aime bien citer cet exemple. Quand j'étais plus petit, j'avais fait un mémoire en maîtrise en M1 sur l'insertion par l'économique. Donc, je m'étais intéressé aux entreprises qui emploient des gens qui sont en difficulté d'insertion. Et le chef des entreprises d'insertion m'avait expliqué que dans les années 70, quand on était en période de suremploi, les entreprises attendaient, je ne sais plus quand est-ce que c'était, le vendredi, à la sortie, à l'entrée des prisons, pour voir les mecs qui sortaient de tôle et puis leur proposer du boulot. Parce qu'en fait, les entreprises, elles avaient trop de boulot. Elles ne savaient plus comment faire pour employer. Peut-être que vos grands-parents vous ont expliqué que dans les années 70, quand le patron ne vous revenait pas, vous disiez « Salut patron », et puis dans la journée, vous retrouviez un autre boulot. À ce qui paraît, ça a existé, ça. Moi, je n'ai pas connu, hein. Mais dans la période des années 70, quand il y avait une croissance qui était très forte et qu'il y avait un suremploi, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas assez de travailleurs pour pouvoir répondre à toute la demande de production en France, quand on était en période de reconstruction, etc. C'est aussi à cette période-là où on a fait beaucoup appel à la main-d'œuvre des anciennes colonies pour reconstruire la France. Alors, dites-moi, continuons. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, c'est clair, le marché du travail, ça fonctionne bien, vous êtes capable de faire les calculs et tout? Ouais. Ok. Bon, on peut continuer, là. Alors. Monsieur, pour la question 2, comment est défini le niveau de production dans l'approche classique à court terme? Du coup, vous avez dit quoi, s'il vous plaît? Eh ben, c'est la réponse qu'on vient de donner à l'exercice 6. Le niveau de la production est déterminé par les conditions d'offre. Et ici, si on a une fonction de production qui ne tient compte que du travail, eh ben, ça va être le niveau de la production va être déterminé par la quantité de travail que les entreprises vont vouloir employer. Et quel est le niveau de travail que les entreprises veulent employer? C'est le niveau de travail qui permet d'égaliser la productivité marginale en valeur avec le salaire horaire. D'accord. C'est clair dans vos têtes? Ouais. Donc les conditions d'offre ici, c'est que le travail, la productivité du travail, et puis le salaire, et puis les prix de vente. Donc avec ça, ça nous permet de voir combien de salariés les entreprises pourraient employer. Et avec la quantité de travail, comme on a la fonction de production, on sait avec une certaine quantité de travail combien ça produit de produits. Et quand on multiplie la quantité de produits par le prix de vente, on a le chiffre d'affaires. Et si on considère que l'entreprise, elle représente toute l'économie, le chiffre d'affaires, c'est le PIB. Donc la différence côté court, côté long, la différence entre le court terme et le long terme. Ah, je l'ai dit, voilà. Ah. J'ai dit un truc. Donc le court terme, long terme, c'est que d'après Marshall, c'est Marshall qui fait la distinction. Le court terme, c'est quand on ne peut pas modifier le stock de capital. Le long terme, c'est quand on peut modifier l'offre de capital. Alors nous, en économie, j'avais dit dans le cours tout à l'heure qu'en première année, moi, ce que je fais, c'est j'explique l'économie à court terme, à prix fixe, en économie fermée. En troisième année, je fais la croissance, et la croissance, c'est quand on s'intéresse à la variation du stock de capital.
Donc, et là, on s'intéresse au moyen long terme. Mais ça, on fait ça en 3e année. Alors, comment sont déterminés les prix? Est-ce que vous pouvez m'aider là? Comment sont déterminés les prix? Bah, sur le marché. Comment? Sur le marché. Ah, faites-moi des phrases structurées, s'il vous plaît. Les prix sont déterminés en fonction de la rentabilité. Non, du fait est-ce qu'il n'y ait pas de chômage en fait? Oh là, c'est compliqué. Ah non, Alors, pas du tout, je trouve avec le salaire. Bah, donc, sur le marché, si on si on raisonne au niveau micro, les prix sont en fonction de l'offre et de la demande. OK? C'est clair, ça? Oui, Si on oui. raisonne au niveau microéconomique, les prix sont en fonction de l'offre et de la demande. Normalement, si la demande augmente alors que l'offre ne bouge pas, eh ben, les prix vont augmenter. Donc ici, c'est ma demande. Ici, c'est les quantités. Ici, c'est les prix. Là, je suis un vrai punk du graphique. La demande, l'offre. Donc, plus les prix augmentent, plus la quantité offerte augmente. La demande, plus les prix sont faibles, plus la quantité de... Attends. Les prix sont élevés et la quantité demandée est faible. Plus les prix baissent, plus la quantité augmente. Donc, si la demande augmente, eh ben, les prix vont augmenter. Putain, je suis un vrai Picasso de l'économie quand même. Bon, j'arrête de dire des bêtises. OK, donc ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, si par exemple, graphiquement, on représenterait le fait que l'offre s'améliore? Une augmentation d'offre, ça se traduirait par quoi, du point de vue de la droite d'offre, de la courbe d'offre? Par une diminution des prix. Ça, c'est le résultat. Elle se déplace comment, la courbe d'offre? Vers les quantités. Voilà, vers le sud-est. Vers le cul, quoi. Oh. Non, mais... Bravo, hein. Bravo. Mal polish. Bon, ah merde, c'est enregistré. Faut que j'arrête. Donc, si on était sur la même courbe de demande et que l'offre a augmenté, et ben en fait, les prix diminueraient et en plus, la quantité demandée augmenterait. Donc ici, on est sur le point de départ. Quantité et offre avec ces deux courbes-là. Et si l'offre augmente, bah, ça veut dire que les entreprises sont capables d'offrir une plus grande quantité pour des prix moindres. Et donc, si les prix baissent, bah, la quantité demandée augmente. Et donc, ça, c'est les mécanismes micro de fixation des prix et la loi de l'offre et la demande. Mais j'avais expliqué autre chose. Au niveau macro, on a l'équation MV PQ. Et donc, les prix sont fixés en fonction de la quantité de monnaie. Parce que j'avais dit que la monnaie est un voile dans l'optique néoclassique. Et donc, si vous augmentez la quantité de monnaie, eh ben, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez augmenter les prix. Et donc, au niveau macro, la fixation des prix, elle se fait à travers l'équation quantitative de la monnaie. Et donc, si vous augmentez la quantité de monnaie, ça entraîne une augmentation des prix. Pardon. Alors, si en même temps, là, je vous montre le quantitative easing. J'aime bien en ce moment le montrer, le quantitative easing, parce que je trouve ça tellement fou. Donc, le quantitative easing aux États-Unis, c'est la quantité de monnaie créée par la Banque centrale. Donc, la crise des subprimes. Ils s'arrêtent pas, non? Comment? Ils en font, non? Bah, regarde le graphique. Ben ouais, c'est pour faire de l'inflation. Bah, c'est pour soutenir l'économie. Mais si on croit la théorie quantitative de la monnaie, étant donné que la monnaie en circulation a été multipliée par 7, on avait je ne sais pas combien de milliards, là, 1 million de milliards, donc, je ne sais pas, ça fait des trillions, des billions, enfin peu importe si on réfléchit en rapport. Et donc, on passe de 1 à 7. Donc, il faudrait aussi que... donc, on a multiplié par 7 la quantité de monnaie de la Banque centrale. En plus, avec l'effet multiplicateur monétaire,
ça contribue à une augmentation encore plus importante de la monnaie en circulation, puisque c'est derrière les banques qui créent. Ça dépend après si les gens ont la trouille. Mais ce que je veux dire, c'est que M augmente là. Ça, c'est la représentation de M. Et donc, M augmente de façon terrible. Et pourtant, l'inflation, elle est à combien en France? 2%. Dans le monde. Ouais, 2%. Inflation. US inflation. Parce qu'on regarde les États-Unis, donc on est à combien? 1,2, c'est pas beaucoup. Augmenter par 7 la quantité de monnaie. Et puis en France, l'inflation elle est à 0. Il me semblait qu'elle était à 0. INSEE. Ça va être de l'annuel. Casse les pieds. Mais en tout cas, elle est pas forte du tout. Hein. Et c'est pareil. Le quantitative easing zone euro, c'est pas. C'est quoi ça? Quantitative easing. Mais après, en soi, c'est pas un problème qu'il y ait autant de création monétaire parce que les agents, ils ont confiance en la Banque centrale ou la Fed. C'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est qu'ils ne savent pas où mettre leur monnaie autrement. Mais par contre, ils ont confiance, oui et non. Parce que de l'autre côté, on voit que le prix de l'or augmente. Donc, s'ils avaient confiance en la monnaie, ils ne s'amuseraient pas à acheter de l'or. Ils ne s'amuseraient pas à acheter des bitcoins. Parce que le début des bitcoins, c'est assez lié à la crise des subprimes et avec le fait que les gens n'avaient plus confiance en la monnaie. Bitcoin. Et comme les gens, ils ont plus confiance en la monnaie des banques centrales, regarde un petit peu là où on en est. Après, le Bitcoin, ça peut s'expliquer par d'autres facteurs aussi. Oui, mais si tu veux, si les gens détiennent plus de Bitcoin, bon, il y a le terrorisme et tout ce que tu veux, mais en termes de variation, généralement, quand le Bitcoin augmente, c'est que les gens ont peur de détenir de la monnaie normale et ils se disent que la monnaie électronique sera plus sûre. Mais pas du tout. Ah bon? La monnaie électronique, demain, elle peut s'effondrer, pour X ou Y raison. D'accord. Mais moi, je te dis que une des causes de la création du Bitcoin, c'était les économistes libertariens qui disaient que la monnaie américaine, elle ne vaut plus rien parce qu'on fait de la création monétaire. Et donc, du coup, il y a les libertariens qui sont contre le Bitcoin, c'est nouveau ça. Les Bitcoins, c'est l'idée qu'il il faudrait une monnaie qui ne soit pas pilotée par une autorité. Et que la seule chose qui garantisse la valeur de la monnaie, c'est les algorithmes. Et que la monnaie ne soit pas manipulée par un gouvernement ou une autorité monétaire. Mais les algorithmes, ils seront forcément faits par quelqu'un, donc au final, il y aura quand même une autorité. On suppose que les algorithmes, la règle, elle est neutre, si tu veux. Après, je ne suis pas en faveur de ça. Je vous explique d'où vient ça. C'est une forme de pensée radicale de la Silicon Valley, où en fait on pense que grâce à la technologie, on va pouvoir se substituer à l'intervention de l'État, et y compris dans le domaine monétaire. Mais bon, ça nous éloigne du TD. Revenons au TD. Comment ça se fait que j'en étais arrivé là? Ah oui, la théorie quantitative de la monnaie. Donc j'étais en train de vous expliquer que M augmentait sensiblement et que l'inflation n'augmentait pas. Alors, où va l'augmentation de M? Sur les marchés, non? Ouais, sur les prix d'actifs, c'est ça. Donc en fait, il y a une trappe à liquidité. On augmente la création monétaire, ça fait gonfler les prix d'actifs, mais ça ne relance pas vraiment l'économie. Parce que les gens ont la trouille d'investir dans les entreprises et ils préfèrent acheter des titres ou des obligations. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt les taux d'intérêt sur les OAT françaises, elles sont négatives. Hein, vous avez montré tout à l'heure en amphi, quand vous voulez, il faut prendre des obligations à 30 ans pour avoir un taux de rendement de 0,37%.
Pourquoi le rendement des obligations est si bas? C'est parce que les obligations sont très hautes, parce que le quantitative easing, c'est quoi? C'est la banque centrale qui fait de la création monétaire. Et avec cette création monétaire, elle rachète des titres que les marchés financiers, que les banques ne veulent plus. Et à un moment donné, il y a tellement les trucs risqués sont. Il y a une grosse demande de titres financiers. Et donc, ça fait augmenter le prix des actions et des obligations. Et il y a une relation inverse entre le prix des obligations et le taux d'intérêt. Donc, quand le prix des obligations augmente, le taux d'intérêt diminue. Alors ça, je ne vous l'avais pas encore expliqué, mais du coup, le quantitative easing, ça permet d'expliquer pourquoi les taux d'intérêt sont si bas. Alors, on pourrait espérer que des taux d'intérêt si bas permettent de relancer l'investissement, mais avec le Covid, là, c'est un peu compliqué. Parce que les gens ont la trouille d'investir parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait. Et d'un certain point de vue, ils ont raison parce que avec le confinement, il y a des gros soucis pour la visibilité de la demande, etc. Mais je Il y a la loi comprends de l'offre. Comment? pourquoi les gens ont peur d'investir alors qu'il y a la nouvelle technologie en ce moment, c'est des secteurs porteurs qui ne connaissent pas tellement la crise et que c'est plutôt des lieux sûrs avec les GAFA qui sont en pleine puissance. Donc, je comprends pas pourquoi Il les gens ont peur d'investir dans ces secteurs-là. y a des coûts d'entrée qui sont importants. Tu peux pas remplacer Google du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en cours? Tout à l'heure en cours, j'ai dit que dans l'économie de l'Internet, il y a un phénomène The winners takes it all. Ah bah, c'est une chanson là-bas, putain. C'est pas possible. Ah, mais c'est pas ça, hein. The winner takes all. Ah, mais en plus, ça me l'a déjà fait, ça. The winner takes all. C'est pas possible, ça. Donc, les grands. Voilà. Ah bah non, c'est pas possible. Les intervenants sur les marchés, sur l'Internet, c'est les plus gros qui gagnent tout. Et donc, tu me dis, les nouvelles technologies, etc. C'est quoi la nouvelle technologie? C'est les biotech, c'est la nanotech, c'est des métiers dans data scientist, c'est des métiers avec une très haute compétence. Tout le monde ne peut pas se lancer là-dedans du jour au lendemain. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, si, mais du coup, s'il n'y a pas de nouveaux acteurs, donc il y a peu de risques que ces entreprises soient déclassées du jour au lendemain et du coup perdent leur valeur. Du coup, c'est plutôt bon, du coup. Si on achète des actions, des capitaux dans ces entreprises-là, c'est-à-dire que ça peut se voir venir, du coup, le déclassement de ces entreprises-là. Je comprends pas. Comment dire, Google, ça mettra, s'il doit avoir une autre compagnie, comment dire, genre les remplacer, ça mettra un certain temps. Donc, mettre de l'argent chez Google, ça serait donc rentable parce que ça, c'est plutôt sûr. C'était quoi la question? La question, c'était la production, c'était pas le placement. Tu me disais, on investit c'est par pas rapport au assez. placement. Ah oui, moi je te parlais d'investissement physique quand on fait une entreprise. Ah, d'accord. On s'est pas compris, d'accord. Je comprends mieux. Ok. Alors sinon, comment sont déterminés les prix? Ok. Vous définirez la loi de l'offre et la demande. Comment définir l'approche classique au sens de Keynes? Donc l'approche classique au sens de Keynes, en fait, c'est tous les gens qui acceptent la loi de Say. Donc l'idée selon laquelle il n'y a pas de problème de demande parce que l'offre crée sa propre demande. Et donc dans les économistes classiques qui acceptent plutôt la loi de Say, Ricardo accepte la loi de Say. Et par contre, Malthus la réfute. Et c'est pour ça que Keynes dit que Malthus, c'est un peu un précurseur de la pensée keynésienne. Alors, il y avait Marx aussi, mais comme il n'aime pas Marx, il le laisse tomber. Il y avait aussi Sismonde de Sismondi, qui en fait est le premier à vraiment avoir bien compris ça. Sismondi.
Donc c'est Sismondi, il est un peu avant tout le monde là-dessus, sur l'idée qu'il peut y avoir des problèmes de demande et que ce n'est pas uniquement l'offre qui pose problème. Alors, comment on peut expliquer que c'est et justifie, comment on pourrait quand même essayer de donner un peu de crédit à c'est? Parce que c'est un grand économiste, malgré tout, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. Il a été à l'origine de la création de l'ESCP, Europe, ESCP. C'est Jean-Baptiste. Il est à l'origine de la création de l'ESCP, c'est. Si ça vous dit quelque chose. Mais vous en foutez, vous ne pouvez pas faire le concours de l'ESCP. Ouais, dommage. Ouais, je sais. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec sa théorie sur l'offre qui crée ses propres débouchés, il a quand même expliqué la production, la distribution, la consommation. Enfin, il a expliqué quand même des trucs intéressants en économie, quoi. Mais monsieur, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Il faudrait m'expliquer. Tu crois que parce qu'il y a de la thésaurisation? Parce que vous n'êtes pas keynésien aussi? Si, moi je suis canadien. Ouais. Mais il faut expliquer quand même théoriquement. Est-ce que tu crois que l'offre crée sa propre demande? À quelles conditions c'est possible de vérifier ça? S'il n'y a pas de thésaurisation, du coup. Ouais, mais pour ça, il n'y a pas de thésaurisation puisque ça n'a aucun sens de détenir de la monnaie pour elle-même. Et ils pensent que dès qu'on a de l'argent, on le dépense. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Soit on le dépense, soit on l'épargne. Si on Oui, mais l'épargne, ils considèrent que l'épargne, c'est de la consommation aussi. Oui, parce que l'épargne sert à investir. La thésaurisation, c'est pas la même chose. C'est l'argent qu'on ne prête pas. Et qu'on n'épargne pas, oui. C'est de l'argent qui dort. Donc cet argent qui dort, ça crée un trou dans la demande. Donc il y a une partie de la production. La thésaurisation, c'est entre guillemets pour faire face à d'éventuels problèmes. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. C'est ça. Si par exemple une banque fait faillite et du coup on perd tout notre argent. Ouais. Mais pour ça, il n'y a pas de problème d'incertitude. Puisque l'offre crée sa propre demande, il n'y a pas de problème de débouché. Donc en fait, les entreprises ont peu de risques, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de crise. C'est un monde de bisounours, quoi. Oui, mais pour la loi de C, après, on part du principe où le marché il fonctionne normalement. C'est-à-dire? S'il n'y a pas de problème dans le marché, là, il y a une production, c'est la production après, etc. C'est plus compliqué que ça, parce qu'un marché qui fonctionne normalement, ça ne veut rien dire, en fait. Est-ce que pendant les 30 Glorieuses, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Pendant les 30 Glorieuses, il y avait des problèmes d'inflation, il y avait d'autres problèmes. Mais si je vous explique ma façon de voir les choses, je pense que avait une vision de l'économie qui était encore pré-industrielle. Pourtant, il était en train de vivre le début de l'industrie, puisqu'il était c'est quoi les dates de C'est 1807. Il s'était fait beaucoup emmerder par Napoléon, parce que comme il était plutôt libéral, et que Napoléon était étatiste, a été vachement inquiété par Napoléon. Alors, c'est quoi les dates de C'est? Voilà, 1767 et 1832. Donc, la révolution industrielle, c'est la fin en France. On commence à le voir arriver. Donc, on commence à rentrer dans une économie industrielle. Et pourtant, j'ai l'impression que lui, il théorise une économie pré-industrielle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a différents types de crises. Et que les crises dans l'économie historique, c'était les crises de sous-production, des crises frumentaires. J'avais déjà dû vous le dire, ça. C'est des crises, en fait, où il y a une mauvaise récolte. Donc, en fait, c'est des crises dans lesquelles la production est jamais suffisante. Et donc, c'est le manque de production qui fixe le côté court. Et dès que la production augmente, étant donné qu'il n'y a jamais assez pour tout le monde, dès qu'on produit un peu plus, c'est tout de suite consommé. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est vrai dans une économie de pénurie. Mais ça change du tout au tout lorsqu'on entre dans des économies industrielles modernes où le problème devient la surproduction. Quand on est dans des économies de pénurie, il n'y a jamais assez pour tout le monde. Eh bien, l'offre s'écoule toute seule parce que il y a jamais assez d'offres. Mais quand on rentre dans une économie où l'offre devient très importante,
grâce à la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, on a des problèmes de riches. Le problème, c'est qu'en fait, on a trop et qu'on a des problèmes de surproduction. Et ça, Say ne l'identifie pas. Et monsieur, ça c'est votre version à vous du coup? Ouais. Comment j'explique que Say considère que l'offre crée sa propre demande? Bah, c'est parce qu'il n'y a jamais assez d'offres, et donc dès que l'offre augmente, elle est complètement écoulée. Mais quand on rentre dans des économies modernes, avec des grandes usines, des grandes industries, et qu'on rentre dans une économie complexe, la complexité, c'est qu'en fait, on produit des produits de plus en plus différents. Donc, la difficulté, c'est que les gens, est-ce qu'ils vont bien vouloir tous les produits qu'on produit? Et est-ce qu'il y a la question de la quantité? Est-ce qu'on ne produit pas trop? Et est-ce qu'on produit ce que les gens souhaitent? Et des fois, on ne produit pas les trucs que les gens voudraient. Et donc, c'est pas acheté ou c'est acheté à un prix cassé. Et ça peut conduire à des faillites et à des crises. Et dans le monde de ça, il n'y a pas de crise. Ou s'il y a des crises, elles ne durent pas longtemps. C'est des crises exogènes. C'est une mauvaise récolte. Et la loi de l'offre et la demande va rapidement régler le problème. Chez Keynes, les crises, elles peuvent durer. Parce que si on laisse les mécanismes de marché fonctionner, on va aller vers des crises déflationnistes. Et en fait, la crise, à la place de se résoudre toute seule, elle va se renforcer. Vous avez des commentaires là-dessus? Alors, dernier point, parce que c'est l'heure. La main invisible, ça vous dit quelque chose? Oui, de Smith. Ouais, Ouais. alors qu'est-ce que ça raconte, hein? La concurrence. C'est l'histoire de la concurrence. Bah, c'est structuré. Ah, c'est pas possible, ça. Pourquoi vous n'êtes pas capable de structurer des phrases? Si, c'est l'intérêt la métaphore individuel. de la Le socle concurrence. de la l'intérêt pensée collectif. libérale. Ouais, c'est un des facteurs normatifs de la pensée libérale. C'est ce qui justifie la pensée libérale. Ce que Smith, il dit, c'est pas la peine que l'État intervienne, parce qu'en fait, les gens, même s'ils sont égoïstes, ça va profiter à tout le monde. Et même c'est l'égoïsme des gens qui va permettre d'améliorer l'intérêt général. Ça, c'est quand même bien tordu comme pensée. Si les gens recherchent leur intérêt particulier, ça va participer de l'intérêt général. Comment c'est possible, ça? C'est comme tout le monde apporte son intérêt personnel, donc ça va amener forcément un intérêt collectif, parce que la somme de chaque intérêt par pur Et égoïsme. vous avez un contrôle là-dessus et tu me racontes ça? Quoi un On parle contrôle? de la main invisible. Je sais pas, il y a Manon qui m'a dit que demain, il y avait un contrôle là-dessus. Oui, on a un contrôle sur l'histoire des faits économiques et il y a la main invisible dedans. Ah bah, c'est pas clair, hein? Ben si, Bah, c'est on la attend que métaphore vous de la aidiez du concurrence. coup, parce que là, on est mal, hein, du coup. Ah bah, tu m'étonnes. La main invisible, c'est l'exemple du boulanger. Vous le connaissez, l'exemple du boulanger? Ouais, du boulanger, du boucher. Et Ouais. du pâtissier. Non, c'est brasseur. une bière. C'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est le marchand de bière, non? Le brasseur. Ah, mais c'est marchand de bière, je crois, c'est vrai. Hein. Vous êtes sûr? Mais c'est dans quelle partie du cours, ça? Sûr que c'est pas le L'application charcutier? de Smith. C'est dans un exemple, je crois. Vert. Ah, j'ai appris mon cours en noir et blanc. Mais si, je l'ai là. Non, je l'ai pas. Le cours, il est fini. Bah, je sais pas. Ok. Mais on peut rentrer, hein. J'étais en train de vous donner un truc, mais il est 19h02, on peut arrêter, hein. Ah non, mais on vous écoute, on vous écoute. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Smith, il suppose que pour que la main à vie puisse fonctionner, il y a une théorie morale sous-jacente. C'est quoi?
La théorie des sentiments moraux et l'empathie, ça vous dit quelque chose? Non, on n'a pas vu. Si, c'est dans les Ah, si, exemples. si, ouais. pareil. Parce que si les gens suivent leur intérêt particulier, pourquoi les gens n'escroqueraient pas les autres? Parce Parce qu'ils qu'ils ont n'auraient plus de intérêt à clients des après. choses, quoi. Parce que Smith, il suppose que les gens sont gentils, quoi, qu'ils ont une morale. Mais Et je donc, comprends pas. Pourtant, un agent rationnel, c'est un agent qui, justement, n'est pas moral. eh ben, je sais bien. C'est pour ça que normalement, la recherche de l'intérêt particulier contribue au fait que si un agent est opportuniste, égoïste, il va chercher son intérêt particulier, et son intérêt particulier sera sans doute opposé à l'intérêt général. Donc, comment vous réconciliez l'intérêt général et l'intérêt particulier? Eh ben, Smith, avec sa main visible, il le fait. Mais il y a des hypothèses qui sont importantes. Les gens peuvent être égoïstes, mais ils ne vont pas essayer de tromper les autres, ils vont respecter les règles du jeu, et s'ils le font, c'est parce qu'ils nourrissent un sentiment d'empathie vis-à-vis de leurs contemporains et qu'ils ne vont pas aller jusqu'à essayer d'escroquer les autres pour augmenter leur utilité. Bah oui, parce que sinon, ça nuirait à leur propre intérêt. Bah, ça dépend. Dans une économie complexe, quand tu vas dans les grandes villes, quand tu vas à Rome, quand tu vas à Paris, quand tu vas à machin et que tu es un touriste, il y a plein de gens qui veulent t'escroquer. J'avais eu des reportages sur le Colisée à Rome. Les gens, ils vendaient des coups de fil. Et en fait, les gens qui achetaient le coup de fil, je sais pas moi, 15-20 balles, en fait, ils arrivaient 1 minute plus tôt que les gens qui n'avaient pas acheté le coup de fil. Donc c'était une grosse arnaque. Mais comme tu es un touriste, bah, tu sais pas. Et puis comme tu reviendras pas là-bas et que tu vas pas faire un procès, et ben les bons pigeons, ils arrivent et ils se font avoir. Donc, c'est par rapport à la justice qu'il n'y a pas d'escroquerie. C'est pas par rapport à la morale de l'individu. Bah, c'est par rapport à la crainte de la justice, tu me dis. Oui, c'est ça. Bah, ce qui fait que si la régulation des comportements, c'est soit parce qu'on accepte les règles, qu'on les trouve justes et morales, soit parce qu'on a peur de la sanction. Mais est-ce que ça empêche les gens d'escroquer les autres? Bah, dans certains cas, non, ça dépend de comment elle Il y a toujours des personnes déviantes. Mais si je reviens sur la théorie de la main invisible, donc la théorie de la main invisible, c'est que la recherche de l'intérêt particulier contribue, fait que chaque individu essaie de faire du mieux qu'il peut, que la concurrence va sélectionner les meilleurs, et qu'au final, eh ben, la concurrence et la main invisible vont permettre de générer un optimum social, parce que ça sera les gens les meilleurs qui seront à la meilleure position, parce que derrière, il y a aussi la division du travail. Donc, s'il y a de la concurrence et que chaque personne est le meilleur dans son domaine, eh ben, la recherche de l'intérêt particulier permettra à la société de fonctionner au mieux. Et ça, c'est possible à condition que les gens respectent une certaine morale, un sentiment d'empathie, ou bien qu'ils aient tellement la trouille de la sanction qu'ils se comportent en suivant les règles. Mais en fait, la théorie de la main invisible, c'est plutôt par rapport aux entreprises, c'est pas l'individu en lui-même. Bah, c'est l'individu en tant qu'entrepreneur. Ok. Mais bon, vous réviserez. Je vous laisse tranquille. On a encore une séance ou pas? J'ai un peu la trouille là. On a encore du TD ou pas? Ben, la semaine prochaine, non? Ouais, bah, je sais plus. Il faut que je regarde mon calendrier. Parce que comme je suis pas en avance. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Merci, Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.